Nous avons donc pu voir le film L'Empire du silence. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons la chance d'avoir le réalisateur, Monsieur Thierry Michel, avec nous aujourd'hui à Genève. Il faut savoir que nous remercions aussi toutes les personnes qui se sont connectées en ligne. Beaucoup de personnes se sont connectées en ligne pour écouter la discussion. Monsieur Thierry Michel, je vous laisse intervenir pour nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à réaliser ce film. Je tiens d'abord à remercier les ambassadeurs de Belgique et du Congo de cette initiative qui me semble extrêmement important. Ce film parle de 25 années de violation systématique des droits de l'homme. S'il y avait une enceinte au monde où ce film était indispensable à être visionné, c'est bien ici à Genève. Merci de l'avoir programmé. Avant de parler du film, je voudrais cependant faire un tout petit aparté rapide, mais lié à l'actualité, parce que ce qui vient de se passer ces derniers jours à Kinshasa en indigne plus d'un, bien sûr. Nous sommes tous touchés par ce massacre et ces morts de plus de 250 détenus, dont plusieurs massacrés par les militaires congolais. Ces prisonniers dont on connaît les conditions infâmes, innommables, de promiscuité, d'abandon, et pour certains même de famine. J'en parle en connaissance de cause, puisque depuis 30 ans, j'ai eu plusieurs occasions de fréquenter cette prison de Makala. Voilà. Pourquoi ce film? Disons que depuis 30 ans, justement, j'ai eu le privilège d'avoir été ce témoin privilégié de l'histoire congolaise. J'ai essayé évidemment de la raconter et de la partager avec vous. J'étais très heureux de pouvoir présenter ce film, d'ailleurs, lors d'innombrables projections, plus d'une cinquantaine au Congo, dans 9 villes de 6 provinces, et chaque fois dans les universités et des lieux aussi prestigieux que la cathédrale de Kinshasa, la basilique de Lubumbashi et le palais du peuple de l'Assemblée nationale. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené? Mais c'est la situation de tragédie congolaise, c'est la vie que sont celles de ces victimes et de ces survivants qui m'ont obligé de témoigner envers et contre tout pour que le monde ne puisse plus fermer les yeux et qu'on puisse briser le silence. D'où le titre, L'Empire du silence. Voici déjà 8 ans, j'étais à cette même tribune et en présence du docteur Denis Mukwege, nous avons pu prendre la parole à l'occasion de la présentation d'un autre film que j'avais réalisé, L'homme qui répare les femmes, et nous avions déjà dénoncé la tragédie congolaise. C'était mon 12e film de ce vaste pays que j'explore depuis si longtemps. Nous y dénoncions l'impunité, et je posais déjà la question, pourquoi pas de justice internationale? Pourquoi pas de tribunal pénal international? Pourquoi pas de tribunaux mixtes au Congo? 8 ans plus tard, la question se pose. Y a-t-il eu un changement radical face à la violence politique, aux guerres et aux massacres? Hélas, la réponse est un retentissant non. Ce pays est de nouveau sous occupation, la guerre persiste, les massacres de civils se poursuivent sans relâche, tandis que les viols demeurent une arme de guerre redoutable. Il n'y a pas une semaine sans que ne circulent sur les réseaux sociaux ces images que vous connaissez sans doute d'une atrocité et d'une cruauté innommable, de femmes éventrées, de corps démembrés vivants ou brûlés vifs. Avec cette impression d'un carrousel et que l'histoire retombe toujours au même point après 3 décennies. La cause de cette tragédie n'a pas changé. C'est encore et toujours l'impunité quasi permanente et généralisée. Car combien de poursuites ont été engagées vis-à-vis de ceux dont disait le docteur Mukwege lors de son discours de prix Nobel à Oslo, ceux dont on n'ose pas dire le nom. Il parlait des personnalités politiques et militaires qui ont commis ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité, et dont plusieurs sont cités dans le film. Pourtant, tous ces crimes sont des délits imprescriptibles qui ne peuvent être ni oubliés ni rester impunis. Et ce n'est pas un hasard si un procès a été intenté au Congo visant à interdire la diffusion de ce film et de nous réduire au silence par une peine de plusieurs années de prison. C'était un procès au pénal. Le procès est aujourd'hui heureusement enlisé
car nous avons refusé de céder aux pressions d'un système judiciaire gangréné par la corruption et avons récusé le tribunal pour suspicion légitime, tout en portant plainte contre ceux qui nous accusaient. Force est de constater que le programme d'action du gouvernement pour 2024-2028 ne contient malheureusement qu'une mention cosmétique concernant la justice transitionnelle. Indéniablement, il manque une réelle volonté politique, ce qui est peu surprenant quand on sait que plusieurs criminels de guerre qui ont troqué leur uniforme occupent aujourd'hui des fonctions au sein des institutions et du gouvernement. C'est pourquoi il devient de plus en plus nécessaire de mettre sur pied un tribunal. Alors, plusieurs possibilités existent. Un tribunal pénal international pour le Congo, c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays, plusieurs pays, on va y revenir. Des chambres spécialisées, comme ce fut le cas au Cambodge. Il est aussi indispensable que la Cour pénale internationale poursuive ses enquêtes et les poursuites en RDC pour les faits qui se sont produits après le 1er juillet 2002, donc quasi après la fin du rapport mapping. 2002, c'est la date de l'entrée en vigueur du statut de Rome. Mais pour engager des poursuites, des enquêtes sont nécessaires. Ont-elles été engagées? Très peu. Alors, quelle priorité cibler? Quelles preuves accumuler? Il faut évidemment, pour engager des poursuites judiciaires, que les preuves existent. La priorité donc pour de nombreux experts de la justice internationale aujourd'hui, de lister et d'assurer la préservation des innombrables fosses communes à travers l'ensemble du pays afin de permettre l'exhumation des corps et l'identification des victimes. Cela s'est fait dans de nombreux pays, l'Espagne pour les crimes commis à l'époque du franquisme, l'Argentine à propos des crimes commis à l'époque de la dictature, et pour des crimes plus récents, beaucoup plus récents, en Irak, où on exhume les corps des fosses communes des Yézidis. Ce sont des crimes qui se sont passés bien avant le début de la guerre du Congo, des premières guerres du Congo. Ce sont des éléments indispensables de preuve qui vont permettre de garantir aux familles des victimes le droit à des sépultures dignes pour leurs proches. Autre absolue nécessité, donner les moyens et les outils à la police scientifique de faire un travail de fond. Car dans quelle région peut-on aujourd'hui trouver un laboratoire et surtout une banque de données ADN permettant d'identifier les assassins et les violeurs? Ce sont parmi les revendications essentielles du docteur Mukwege depuis déjà 8 ans. Une fois les preuves répertoriées, classées, archivées, il faut évidemment engager les processus de justice. Comme je l'ai dit, au Congo, il n'y a pas un tribunal pénal international, comme ce fut le cas donc dans de nombreux pays, dont l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Sierra Leone, le Cambodge. Pourquoi les autorités congolaises n'ont-elles pas estimé nécessaire de faire une demande auprès des Nations Unies pour la mise sur pied de ce type de tribunal? C'est ce que sans doute la ministre des Droits humains va pouvoir nous répondre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, j'arrive sur la fin, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de tribunaux mixtes comme au Cambodge, mais peut-être est-ce aujourd'hui quelque chose qui est en train de se mettre en place? Bien entendu, n'oublions pas que ce qui s'est passé au Congo, ce sont des crimes qui ne concernent pas que le Congo, mais qui concernent bien d'autres pays agresseurs, dont principalement l'Ouganda et bien sûr le Rwanda, qui seront donc, espérons-le un jour, dans l'obligation de rendre des comptes sur leurs crimes répétés en RDC et sur le rôle de premier plan dans le pillage des ressources. Mais tant que la volonté politique pour mettre un terme à l'impunité fera défaut, une élite politico-militaire corrompue continuera d'agir en collusion avec les pays voisins et souvent soutenue par des multinationales avides de profit, et ils continueront à s'enrichir. Car l'écrasante majorité de la population congolaise continuera à vivre dans la souffrance et la pauvreté. La justice est le chaînon manquant en RDC pour enfin briser le cercle infernal de la violence et de l'impunité. Sinon, le sang continuera de couler sur cette terre immense au cœur de l'Afrique. Il est temps d'arrêter
de s'indigner, de simplement s'indigner. Il est temps de se mobiliser tous ensemble. C'est une question non seulement de justice, c'est une question de respect de soi, une question de dignité, de foi en l'humanité. C'est notre responsabilité collective envers les générations futures qui nous jugeront pour notre inconséquence. C'est seulement dans ces conditions que les pays des Grands Lacs pourront se réconcilier et vivre en paix. La RDC pourra alors honorer ses morts avec dignité, penser ses blessures et construire, avec les générations futures, une nation libérée de l'exploitation, de la souffrance, de l'humiliation et de l'injustice. Je vous remercie. Merci beaucoup.